Salut à tous, c'est Punk Dacheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du premier cours du deuxième module d'hypnose ericksonienne de l'Hamilton Erickson Institute de Phoenix. L'intervenant ce soir c'était Jeffrey Zeg et il nous a fait un petit récap de ce qu'on avait vu sur le premier module. Et il nous a dit que, en somme, on en avait encore pour 3 autres modules de 8 sessions à chaque fois pour finir le programme qu'il propose. Alors, sur la première phase, sur le premier module, mes dernières vidéos, j'étais pas super satisfait sur ce que proposait jusqu'à présent l'Hamilton Erickson Institute. Et je me suis dit, on s'en fout, on va tenter d'optimiser au maximum l'apprentissage qu'on peut faire de cet enseignement. Et là, ce que je fais, c'est que je reprends ce que dit Jeffrey Zeg et puis les autres intervenants au travers de ce qui a été scripté. Et comme ça, il y a peut-être certains éléments avec ces mots à lui que je vais pouvoir vous retranscrire par rapport à certains thèmes que moi, j'estime intéressants à comprendre et à capter. Donc, comme je vous ai dit, c'était une reprise des différents points qu'on a vus. Et première chose que j'ai trouvé intéressante, c'est comment un partenaire va vivre ses trans. Alors, j'ai eu, comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, une formation dans laquelle je disais à mes apprenants que les trans, c'est toujours très compliqué à faire comprendre ce que c'est à quelqu'un qui ne l'a pas vécu, parce qu'il y a des attentes excessives, parce qu'il y a des croyances autour de ça. Je veux que ce soit comme Mesmer, ou au contraire, je veux garder du contrôle, je veux avoir les yeux ouverts comme les yeux fermés, je veux être relaxé, je veux bouger. Chacun a ses points de vue. Et ce que je trouve chouette là, Zagidi, en fait, chacun a ses propres critères. Certains vont estimer qu'à partir du moment où ils sont focalisés suffisamment en interne et qui font attention à ce qui se passe en eux, ils sont en transe. D'autres vont vouloir avoir plus d'intensité et être soudainement en relaxation, en confort. D'autres encore vont au contraire vouloir être complètement séparés de leur corps. Et comme il dit et que la plupart des hypnos expliquent aux néophytes, ça va être propre à toi. Et par contre, ça peut ne pas répondre à ce que toi, tu attends comme étant une transe. Par contre, à partir du moment où toi, tu valides que ça, c'est ton état de transe, c'est OK. Deuxième chose que j'ai trouvé assez intéressant, il parlait de Mimile. Donc, il disait que dans les années, à partir de 73 jusqu'en 80, il allait voir régulièrement Erickson et il s'est jamais vraiment senti pleinement conscient quand il parlait avec lui. Et il était toujours un petit peu déstabilisé. Et il ne sait pas si c'était lui qui lui imposait cette notion et s'il le guidait au travers des explications qu'il lui donnait, ou si c'est lui qui développait quelque chose à l'intérieur de lui qu'il mettait dans un état de déstabilisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'Erickson s'amusait beaucoup avec ses apprenants, et qu'en plus, vu que ses apprenants, il le prenait pour une sommité, et donc une grosse figure d'autorité, automatiquement, ça peut très bien être Zeg qui lui-même s'est mis dans ces conditions-là. D'ailleurs, ça va très bien avec ce qu'il va lui-même estimer de l'hypnose. Il estime, je vous le rappelle, que c'est un phénomène social. L'hypnose, il le conceptualise comme un phénomène social. Pour revenir sur la notion de qu'est-ce qu'être hypnotisé, lui, il donne quand même 3 éléments, 3 effets qui sont importants à prendre en compte en hypnose ericksonienne. Changement dans l'attention, changement dans l'intensité et une expérience de dissociation. Pour lui, c'est 3 éléments importants: l'attention, l'intensité et la dissociation. Il donne des éléments intéressants où il dit parfois c'est pas hyper clair, et je le rappelle à ceux qui me suivent depuis pas mal de temps et à mes apprenants, un point que je trouve vraiment intéressant. On sait qu'il y a une difficulté à savoir qu'est-ce que l'hypnose. Donc là, comme lui, il le voit, c'est un phénomène social. Pour d'autres, c'est une transe. Pour d'autres, c'est une transe spécifique. Par exemple, c'est mon cas. Pour moi, l'hypnose, c'est une transe, mais qui est orientée par quelqu'un dans un objectif défini
en amont, etc. Mais pour d'autres personnes, c'est juste des phénomènes. Et pour moi, je fais une différence entre une transe du quotidien, une transe sportive et une transe hypnotique. Pour autant, on va avoir les mêmes phénomènes qui vont avoir lieu, sauf que c'est les contextes, moi je suis très cadre, qui vont modifier les choses. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui souligne un petit peu, il dit, quand Erickson commençait à dire quelque chose, il va dire, bon, vous vous souvenez, il y a très longtemps, blablabla. Il allait, au moment où il décidait de rentrer dans sa phase hypnotique, donc en gros dans son cadre hypnotique, il allait changer son ton, son rythme, son tempo de la voix, la direction de sa voix et la direction de ce sur quoi il parle. Et c'est comme si, en gros, il se mettait en mode « maintenant, je suis un hypnotiste ». Tout le monde sait qu'en expliquant des histoires, on crée des métaphores, on crée des focalisations internes, on crée une séance d'hypnose. Sauf que, vu qu'il n'y a pas cette intention, pas ce cadre, et justement pas des modifications parfois sémantiques, des modifications tonales, peut-être même de communication non verbale, eh ben, on ne va pas se dire c'est une séance d'hypnose. Même si très souvent on donne comme exemple de l'effet naturel de la transe, ce type de choses qu'on a tous vécues quand un pote nous raconte ses vacances. Et je trouve que ce point-là, il est intéressant. On pourrait dire, si on reprend la notion de Zeg, c'est un phénomène social et il y a une intention à ce moment-là de dire je vais, au travers d'un système sémantique, et on va le voir un petit peu plus tard, donc d'une façon de parler et d'amener les choses, plus d'un paraverbal, entraîner mon partenaire dans un état, donc dans une transe en l'occurrence, qui nous permettra d'être utilisable, fonctionnel à un moment donné. Il refait une différence que je trouve intéressante entre hypnose et méditation, et ça revient à ce que je viens de vous dire. On sait très bien qu'on a plein de types de trans différents, et justement la question qui est souvent le cas, lui dit, vous savez, à ce niveau du cours, il y a beaucoup d'états altérés, et on peut le voir dans la méditation, où on peut changer l'attention, le mindfulness, qui peut être de l'intensité, et l'imagination active, qui peut être un état de dissociation. Donc là, il reprend 3 méthodes, qui reprend 3 éléments dont on a parlé précédemment, l'attention, l'intensité et la dissociation. Et pour autant, aucun de ces éléments-là n'est de l'hypnose. Et il fait, qu'est-ce qui crée la différence de l'hypnose? C'est qu'il y a un effet de l'interaction. Donc, je pense que Zeg, il fait du 6 ou du 5L6 ou du 6L5, mais on a vraiment cette notion où pour lui, le rapport est hyper important. Et je ne parle pas du rapport PNL, hein, vraiment l'humain, l'interaction qui va se créer avec quelqu'un va créer en fait la notion d'hypnose. Et sur ce, il rebondit sur la notion de dire, je comprends que les personnes disent que l'hypnose est une auto-hypnose, mais il veut rajouter cet élément-là, il dit, moi, j'estime que c'est la relation qui va créer quelque chose de spécifique et que c'est pas simplement la personne elle-même qui s'auto-hypnotise. Alors moi je suis plus dans la notion, au départ je l'étais pas vraiment, mais avec les années, c'est vrai que j'estime que le partenaire va lui-même gérer sa transe. Nous on lui permet juste d'aller dans sa transe et de la stabiliser. Donc je comprends ce qu'il veut dire, c'est le rapport, l'hétéro-hypnose, son plus, sa différence, c'est justement cette relation. C'est ce rapport, alors j'aime pas le rapport parce qu'automatiquement vous risquez de l'associer à la notion mirroring pace lead. C'est l'interaction qu'il va y avoir à un moment, la relation qu'il va y avoir avec le praticien qui va permettre, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, qui va peut-être accélérer, accentuer, développer la possibilité de rentrer dans sa transe, sachant que, bien sûr, on n'a pas besoin de personne pour ça, on peut le faire par soi-même, sauf que là, on l'oriente et on le dirige. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Alors, vous savez que moi, il y a un des trucs qui m'agace assez fortement en hypnose ericksonienne, en tout cas par le courant ericksonien, c'est que Rossi, par exemple, avait
repris énormément de papiers d'Erickson et de moments où il bossait, en expliquant les différents niveaux avec lesquels il parlait, mais en étant complètement projectif par rapport à ça. À savoir que... comment il s'appelle? Ah, c'est un Français. Bon, un Français qui avait bossé un petit peu avec lui, disait que lui, il vouait tellement un culte à Erickson pendant un laps de temps dans sa vie que il voulait pas quelque chose qui aille à l'encontre de sa manière de penser et surtout qui puisse être dirigé, orienté. En fait, il était dans sa propre peur et donc il traduisait Erickson comme lui il avait envie de le faire. Il se biaisait et il a biaisé énormément de personnes comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que là, Zeg il dit c'est une forme de communication à plusieurs niveaux parce que il y a souvent à prendre conscience et à extraire les signifiants. En fait, j'ai envie de dire, l'hypnose revient à un principe de base de la linguistique, donc avec le signifiant, le signifié, qu'on retrouve dans le mot. Là-dessus, j'ai envie de dire que toute communication, toute interaction va réutiliser ce principe de linguistique et j'ai pas l'impression réellement qu'il y a plusieurs degrés spécifiques à l'hypnose en tout cas. Toute linguistique retrouve cette notion-là. Là, alors un élément, oui, intéressant. On retrouve, pour ceux qui l'ont lu, ce que disait Jay Haley, et alors qu'il bossait avec Milton Erickson quand il a créé les thérapies brèves. Donc, une hypnose symptomatique. Je vous rappelle, initialement, Erickson avait dit à Haley, en fait, il faut qu'à chaque séance, le partenaire puisse sentir qu'il y a une progression, il y a une avancée, il y a un développement de quelque chose. Et pas simplement, j'ai fait une séance, bon, c'est cool, on verra. Donc, dans la notion thérapie brève, il y avait vraiment cette notion symptomatique. Et là, c'est intéressant, il revient dessus d'une certaine manière. Il dit maintenant, quand il y a un client qui vient vous voir pour des problèmes de dépression, d'anxiété, de mauvaises habitudes, de mauvaises relations, le thérapeute doit démontrer, hypnotiquement parlant, c'est chaud ça, qu'on peut changer son état, qu'il peut changer son état, et il faut que ce soit significatif, thérapeutiquement significatif, de le démontrer au partenaire, parce que à ce moment-là, il pourra se dire « je peux changer mon état ». C'est une espèce de convinceur, donc d'éléments et d'outils qui revient en fait de l'hypnose hyper classique, de convaincre que vu qu'on peut changer d'état, je peux être mieux dans mon quotidien. L'état en tant que tel, et la transe étant à ce moment-là un état, ouvre un champ des possibles plus important et offre la perspective nouvelle potentiellement pour notre partenaire. Oui, alors là, ça j'avais été assez intéressé. Alors, pour les personnes qui voient un peu comment je bosse, moi je suis très posture haute. Je pense que l'hypnose n'est que posture haute. Je sais que Carl Rogers, beaucoup d'éléments de l'alliance thérapeutique ont été repris du boulot de la thérapie centrée sur le client, sur le partenaire, sur le patient. Donc ça vient de Carl Rogers et on parle beaucoup de posture basse. Moi je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas que l'hypnose en soit une. Et ce qui a été intéressant, c'est que là, Zeg, il dit quand vous utilisez ces formes, donc quand il parle de ces formes, c'est ce langage hypnotique, quand nous utilisons ces formes, nous sommes conscients que il va y avoir une réalisation phénoménologique que nous attendons auprès du patient, auprès du client. On attend en fait que le client vive. Donc, le langage en hypnose est une forme de possibilité, d'orientation qui, et ça je trouve que c'est intéressant, qui va créer possiblement des micro-dynamiques. Donc des éléments qui vont pouvoir nous montrer qu'on a une validation de ce qu'on est en train de faire, proposer. Et on revient vraiment à cette notion très tradie de l'hypnose, avec les phénomènes hypnotiques au bout du compte. Que ce soit
attendu par la transe vécue, par une légèreté, par un feedback du partenaire, par les personnes qui vont utiliser les signaux, etc., etc. C'est indispensable pour lui et c'est une attente que va avoir le praticien. Donc, c'est intéressant parce que très souvent, on entend le praticien n'a pas à avoir d'attente. Là, lui, il est un peu... il dit pas vraiment ça. Il y a quand même une attente. D'ailleurs, à un autre moment, il disait nous, on a quand même un vrai boulot à faire. C'est pas on ne fait rien. Et là, ça va un petit peu à l'encontre de ce que dit certains de nos francophones qui arrivent à des notions à dire l'hypnose, c'est ne rien faire. D'accord. On a Gaston Brosseau qui reprend ça. Et je suis désolé, j'ai honte, j'ai oublié le nom de ce grand homme qui est mort. Mince. Bon, bref, un autre de nos grands hypnos français qui en était arrivé à la fin de sa carrière à dire juste ne rien faire. Là, Zeg, lui, il n'est pas du tout sur cet aspect-là, pas sur cette perception-là de l'hypnose. Je trouve ça toujours intéressant de voir comment chacun va évoluer à un moment ou à un autre dans ses pratiques. Après, il nous fait un petit récap des commandes imbriquées, des truismes, du timbre de voix. Donc, en gros, les outils qui sont assez souvent utilisés dans le langage hypnotique. La sémantique hypnotique, j'aime bien ce qu'il a dit. Nous avons une grammaire spécifique pour amplifier les changements et la tension. Je trouve que c'est assez propre. J'aime bien. Ça doit être mon côté auditif digital qui fait trop bien. Après, il revient sur le ARE méthode. Absorber, ratifier, illicite, développer, accroître. Alors, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, il dit, alors si vous regardez Stephen Gilligan, si vous regardez Stephen Langton, si vous regardez Michael Yapko, ils vont pas du tout utiliser l'absorption, la ratification et l'élicitation. Si vous regardez Milton Erickson, il ne va pas utiliser l'absorption, ratification et l'élicitation, mais avec des nouveaux sujets hypnotiques, il va quand même de temps à autre exploiter cette absorption, cette ratification et cette élicitation. On sent qu'il a envie de cider l'idée quand même, vous comprenez bien. Et c'est de là que vient le modèle. Quand on regarde Erickson, surtout avec les nouvelles personnes, c'est pas quelque chose qu'il faisait au quotidien dans sa pratique, ou en tout cas dans les vidéos qu'on voit trop. C'est pas tellement ce qu'il mettait en place. Donc c'est amusant, il met en avant le ARE méthode. Il le met au module 1, donc je pense que c'est vraiment pour dire voilà les basiques, les gars. Avec ça, déjà, vous allez pouvoir vous dépatouiller sur votre induction, sur vos process, etc. Voilà la dernière chose que j'ai souligné et que je trouve très intéressant. La différence entre le tradi et Erickson. Ah oui, non, il y avait un autre truc. Ah, c'est marrant, je l'ai passé. Oui, alors juste avant, ça ira de toute façon sur les deux derniers points. Un des trucs que j'ai beaucoup aimé, c'est ça, c'est la suggestion directe. Il disait, on peut utiliser suggestions directes, et il n'y a rien de mal avec ça, d'utiliser ces suggestions à partir du moment où ça fonctionne. Si vous pouvez dire à une personne dépressive d'être heureuse, d'être motivée, d'avoir de la motivation et du boulot, et que au travers de la façon dont vous le dites, vous avez un vrai feedback et que la personne va mieux à chaque fois qu'elle vient en session, faites comme ça, vous n'avez pas besoin de vous prendre plus la tête. Vous n'avez rien à faire d'autre. C'est intéressant. Et c'est ce que j'avais bien aimé sur je crois la première fois qu'on l'a eu sur le module 1. C'est ce qu'il disait. Il dit on n'est pas contre les suggestions directes. C'est si ça ne marche pas, on a les suggestions indirectes. Après, eux, ils se sont spécialisés sur les suggestions indirectes. Mais il n'y a pas un ouais, les gars, c'est pas bien, interdit. Pour connaître pas mal d'écoles en France et à l'étranger, il y avait limite des profs qui engueulaient leurs élèves parce qu'ils faisaient des suggestions directes pendant leur cours d'hypnose indirecte. C'est dommage parce qu'au bout du compte, ce n'est pas problématique tant que ça ne choque pas, dérange pas et que ça donne un feedback au partenaire. D'entendre Jeffrey Zeg qui rappelle ça, je pense que c'est important pour notre tendance ericksonienne à se dire ouais, c'est vrai, c'est quelque chose qui, tant que ça marche, ok, on exploite l'indirect parce que il y a un moment
il y a un blocage, il y a un truc qui passe pas. Il y a dire à quelqu'un lève-toi et marche quand il n'arrive pas à marcher, bah, c'est peut-être pas la bonne chose à ce moment-là. Par contre, peut-être une métaphore ou un travail divers avec des commandes imbriquées, avec des truismes, etc., aura peut-être plus de sens à ce moment-là. Donc, c'est pas une fermeture, et je pense que c'est un point qu'il faut qu'on garde euh, pour justement ne pas arriver dans un espèce d'extrémisme de l'indirect, comme inversement, hein, l'extrémisme d'indirect. C'est joli ça. Et, et se dire, cette notion-là, elle est complètement acceptée, acceptable, en l'occurrence au plus haut point, sachant que Zeg, c'est quand même l'héritier de Mimile. Alors voilà, la dernière chose que j'ai trouvé très intéressant, il parle un petit peu de la différence entre l'hypnose traditionnelle et l'hypnose que faisait Mimile. Dans l'hypnose traditionnelle, vous allez avoir l'induction et la thérapie. Pour ceux qui connaissent un petit peu, hein, que ce soit en direct, en hellmanien ou autre, effectivement, pré-test, induction, et on bosse. Alors, pour lui, il n'y a pas de relation entre les deux. Pour ceux qui bossent un petit peu en direct, très souvent, on ne fait pas des pré-tests anodins, on fait des pré-tests qui sont déjà dans la démarche du partenaire. Donc, le pré-test devient en réalité, moi ce que j'appelle PTT, hein, donc tout le travail de travail de partie à ce moment-là, donc les pré-tests thérapie, hein, et ça va offrir plein d'éléments. Néanmoins, je comprends complètement ce qu'il veut dire. En gros, il y a induction, sleep, et après, je commence à travailler. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui nous propose, qui nous précise, qui a vraiment de l'importance à comprendre, notamment par rapport à un argument moi, que je sors beaucoup, à dire les Ericksoniens ne savent pas quand arrêter une induction, tout simplement parce que, à l'inverse de l'hypnose directe, de l'hypnose hellmanienne, de l'hypnose boynienne, etc., on a un niveau de transe qui n'existe pas ou qui n'est pas recherché en hypnose ericksonienne. Et donc, quand on a un certain niveau, on estime qu'il y a une stabilité de transe, on passe à la thérapie. Or, ce n'est pas le cas en hypnose ericksonienne. Et parfois, les gens prennent 5, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, parce que justement, ils se disent il faut que mon partenaire soit en transe. En gros, on reprend ce qui a été dit ultérieurement, il faut qu'ils aient une amplification de quelque chose, il faut qu'ils aient une sensation de dissociation, etc. etc. Donc, il y a cette espèce d'attente plus ou moins consciente de la part du praticien qui fait que ça continue. Et quand je dis à un ericksonien, ok, quand est-ce que tu as arrêté ton induction et quand est-ce que tu as commencé autre chose, c'est assez confus. Et là, je trouve que, vous allez voir, Zeg, il explique plutôt bien. Très souvent, quand j'explique, quand les ericksoniens me disent « Pank, nous, on a des inductions longues », c'est faux, vous avez des inductions super courtes. Souvenez-vous, les inductions se passent comment ? On a 3 façons d'induire. Focalisation interne, confusion, saturation et interruption de pattern. Zeg, d'ailleurs, il le reprenait un peu plus tôt, je ne vous en ai pas parlé, mais il disait cette notion de confusion fait partie du processus de processus inductif. Donc, il suffit que vous fassiez attention ou vous proposiez à votre partenaire, mais vous fassiez attention à la sémantique que vous avez exploitée. Du type, ferme tes yeux, ou quand tu le sens, tu fermes tes yeux, blablabla. Maintenant, à chaque fois que tu respires avec la narine gauche, pense à écouter avec l'oreille droite, tout en respirant avec la narine droite, de simplement aspirer avec les 2 premières dents que tu as. Ça, votre induction, elle est finie. Vous avez confusé, saturé. Après, c'est que des approfondissements. Et à mesure que tu vas respirer, tout cela prendra forme, de plus en plus forme à l'intérieur de toi. Peut-être même que cette forme donnera un début, une solution à une question que tu t'es déjà posée avant même d'avoir commencé à respirer de cette façon-là. Et on dip. Imagine que tu descends de plus en plus dans cette relaxation, cette écoute, blablabla. Mais l'induction, elle nous a duré factuellement 30 secondes. 3 phrases. Le reste, après, c'est des approfondissements. Si on le met sur le modèle, sur le modèle plus classique, direct, etc. Donc,
Quand j'entends un érectionnien qui me dit on n'a pas d'induction rapide, c'est faux. Vous avez plein d'inductions rapides. Le tout, c'est vous ne savez pas quand arrêter les approfondissements suite à l'induction. Mais, et là je mets un mais, pas pour tout casser, mais pour vraiment rebondir sur ce que Zeg proposait. Donc il disait, voilà, dans le tradi, il n'y a pas de relation entre les deux, entre l'induction et le moment de la thérapie. L'induction, c'est ferme tes yeux, relax, relax, relax. La thérapie, oui, mais bon, ok. Bon, en gros, ça va partir, ça va partir dans le travail qui est à faire. Il n'y a pas de relation entre les deux parce que l'induction a pour but, dans l'hypnose tradie, de mettre la personne en transe. Donc, c'est intéressant ça. Zeg admet complètement que en hypnose ericksonienne, et là on est vraiment dans une spécificité de l'hypnose ericksonienne, c'est pas nécessairement la même intention que celle de l'hypnose directe. En hypnose directe, c'est vraiment on veut faire entrer dans une transe, après on bosse avec ça. En hypnose ericksonienne, c'est pas ça. Avec Erickson, l'induction, c'est déjà l'entraînement dans le rapport thérapeutique. Parce que l'induction va augmenter, va développer le constructivisme intérieur avec l'ensemble des éléments qu'il va y avoir. La thérapie va déjà être en fait dans le principe inductif. Donc quand Erickson faisait ça, il disait jamais en réalité qu'il était en train de créer une induction. Même s'il était en train déjà d'adapter la façon dont il allait bosser pour l'entraîner déjà dans la thérapie. C'est ça la complexité, je pense, pour beaucoup d'Ericksoniens qui disent « mais je comprends pas, mes inductions durent 1 heure, blablabla ». Mais parce qu'en fait, il y a ce mix qu'a fait Erickson. Il n'a pas enseigné, alors surtout, comme disait, il n'enseignait pas en disant « faut faire ça, ça, ça ». Il nous enseignait en nous foutant dedans et en gros, allez conclure par vous-même. Il n'a pas enseigné cette notion que lui connaissait parfaitement. Je vous rappelle, 50 ans d'hypnose tradie, c'était un maître, un grand maître de ça. Donc pour lui, le principe inductif, c'était complètement OK. Il savait, et d'ailleurs c'est intéressant parce que Zeg disait qu'ils avaient bossé sur des cours de Kroger. Donc Kroger, je vous en ai parlé il y a quelques temps, hein, celui qui faisait des accouchements et des opérations sous hypnose dans les années 50, 60, 70. Et il a appris les inductions comme ça, en tradi. Et après, quand il a vu Erickson, il dit « Ah, j'ai vu autre chose ». Mais parce qu'il connaissait déjà en fait le processus basique. J'en avais parlé avec des copains qui tiennent des écoles d'hypnose ericksonienne. Je disais peut-être que pour que vos partenaires, pour vos apprenants apprennent mieux, faites-leur faire vachement d'induction rapide, simple, etc. Et au fur et à mesure, dès qu'ils ont compris cette espèce d'interruption de pattern, de confusion, de focalisation et qu'ils comprennent ce qu'est une transe, après vous allez les emmener vers cette induction indirecte qui, au bout du compte, est une induction / thérapie commencée à ce moment-là. Et je pense que c'est là où il y a une variable vraiment à prendre en compte parce que lui, il était déjà dans son travail clinique à ce moment-là. Il n'était pas dans son travail juste mettre en transe pour montrer que la personne est en transe. Je trouve ça hyper pertinent, complexe, je pense, pour un néophyte complet qui commence l'hypnose, parce que on comprend pas tout, on comprend pas forcément où est-ce que ça va, on fait des éléments en disant peut-être là tu vas imaginer un ballon qui va prendre tout ton poids de ton passé et va l'emmener au loin dans blablabla, ok. Alors c'est cool, mais il y a une complexité entre je suis en train de faire ma thérapie, je suis en train de l'induire, mais qu'est-ce que je dois attendre? Comment doit vivre le partenaire? Est-ce que le partenaire est en transe vraiment? Parce qu'en bout du compte, je suis simplement dans un rapport de suggestion, etc., etc. Moi, je trouve cette différence, cet élément-là, hyper intéressant. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle autant que moi. Moi, c'est parce que je suis toujours un gosse dès que je suis en train de recapter des choses qu'ont fait les anciens en disant « Ah mais oui, d'accord, ils avaient un mindset et une manière de penser qui n'était pas la nôtre. Nous, aujourd'hui, on est quand même 50 ans plus tard, donc on a une expérience qui est complètement autre. » Donc voilà, Babap, l'induction prompt...
ouais, amène donc vers une induction à la thérapie et va amener ouais, il appelle ça to therapy induction, donc vraiment qui ramène à une induction à la thérapie, à ce concept-là. En fait, on n'a pas l'induction pour induire, et peut-être que ça peut être ça à redéfinir dans nos cours d'hypnose indirecte, d'hypnose ericksonienne, c'est de dire l'induction indirecte a pour objectif non pas de faire rentrer dans une transe, puis après de faire la thérapie, mais d'induire déjà la thérapie, et donc l'état thérapeutique, l'état clinique, l'état attendu, qui, dans l'hypnose, se nommerait transe, mais qui, au bout du compte, est-ce que, si on le met de façon un peu plus générique, ne serait pas simplement cet état de, en fonction des disciplines, de trouver ses parties, trouver ses postures, trouver peut-être ses types de personnalité, trouver ses peurs, ses faiblesses, ses forces, etc. etc. Et il y a quelque chose, je trouve, d'hyper subtil à cogiter là-dessus. N'hésitez pas là-dessus aussi à me faire des feedbacks. Et qui après vont se développer au fur et à mesure de la thérapie. Donc l'induction à la thérapie, qui au fur et à mesure met un état, donc pour ceux qui ont suivi ma vidéo donc là de ce matin, donc d'hier pour vous, sur la notion d'être compliant avec soi-même quand on est nous-mêmes partenaires, on retrouve là-dedans une espèce d'état de compliance avec soi-même pour vivre sa thérapie. Donc compliance vis-à-vis de soi, compliance vis-à-vis du thérapeute, praticien, hypnotiste, qu'importe ce qui va être, et bosser avec cette notion-là. Et pas seulement ça, la deuxième chose qu'Erickson faisait était de créer une induction vers la thérapie. L'induction est une façon pour lui de déjà intriquer le message thérapeutique. Et là, on revient en fait sur quelque chose d'hyper traditionnel. La première suggestion qui va être proposée, et je vous l'ai dit ça il y a 2-3 jours, je vous l'ai rappelé, est celle sur laquelle l'ensemble de la séance thérapeutique, si on utilise le mot que propose Zeg, va s'appuyer. Donc en fait, dans son induction à la thérapie, induction thérapeutique, on va arriver dans un état thérapeutique que je vais vous proposer comme compliant, et à ce moment-là, dedans, il y a déjà la première suggestion, la suggestion mère, sur laquelle on va poser l'ensemble de notre cheminement thérapeutique à ce moment-là. Oui, après ça, c'était lui qui le... Alors, donc ça, c'était le message intéressant que je trouvais. Et après, j'avais rajouté un petit élément, ça c'est Zeg, il fait... moi, quand je personnalise une induction, je n'ai pas d'induction standard, etc. etc. Je pense, quelle est la solution? Comment je peux induire un état avec des graines de solution? Je pense vraiment là, que cette dernière partie-là, elle est hyper importante pour comprendre la différence qu'il peut y avoir entre un ericksonien et un direct, pour comprendre pourquoi les deux se croisent pas en fait, et pourquoi il y a vraiment tout un mindset, toute une façon de cogiter, de penser, de parler, d'agir qui est très différent entre les deux mondes et qui se recroisent, alors qui se recroisent pas, je vous le disais au départ, mais qui à un moment ou à un autre dans le cheminement ont un sens commun. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Voilà, donc je pensais pas que j'allais faire un feedback aussi long. En tout cas, voilà comment j'aimerais vous présenter les prochaines fois que je vous fais des feedbacks sur des éléments que je trouve intéressants, pertinents, qui nous permettent de réfléchir sur la discipline, notre discipline qui est l'hypnose, sur nos différentes, les différentes obédiences qu'il peut y avoir. Et je trouve que c'est hyper important de connaître, comprendre, etc. N'hésitez pas à partager vos feedbacks sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Puis, ciao.